Mon frère a dit, ma fiancée est députée. Toi, tu travailles à la boutique de souvenirs d'un musée. Ne viens pas au Nouvel An. 2 semaines plus tard, elle est venue pour une visite officielle. La sécurité l'a informée, vous allez rencontrer le docteur Sarah Mitchell, notre directrice générale. Elle a pâli, Mitchell? Comme la sœur de Derek? Les fiançailles ont été rompues 48 heures plus tard. Le SMS est arrivé le 17 décembre à 14h14, juste au moment où je passais en revue la proposition de budget pour notre nouvelle exposition sur le changement climatique. Derek, Sarah, à propos du réveillon du Nouvel An. Rebecca et moi avons décidé de faire petit cette année, juste avec son entourage politique. Tu comprends? J'ai posé mon stylo et je l'ai relu. Mon frère Derek, de 2 ans mon cadet, n'avait jamais été particulièrement subtil, mais là, cela semblait direct, même pour lui. Moi, je pensais que tu avais dit que ce serait une grande fête? Tu t'es fiancé il y a 2 mois, Derek. C'est important. Derek, c'est le cas. Mais Rebecca est membre du Congrès maintenant. Ses collègues viennent. D'autres représentants, un sénateur, quelques donateurs majeurs. Elle doit faire bonne impression. Tu travailles dans une boutique de souvenirs de musée, ou un truc du genre. Ce n'est juste pas le même niveau. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant autour de mon bureau, situé au 3e étage du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Par la fenêtre, je pouvais voir le National Mall s'étendre vers le Capitole. Ce même Capitole où travaillait désormais la fiancée de Derek, la députée Rebecca Chen. Moi, je vois. Derek, ne sois pas comme ça. On se fera un dîner le mois prochain. Juste nous. Rebecca veut mieux te connaître. Mais cette fête est importante pour sa carrière. Tu comprends, pas vrai? Je n'ai pas répondu. J'avais une réunion avec le secrétaire du Smithsonian dans 20 minutes pour discuter de notre rôle lors du prochain sommet international des directeurs de musées. J'avais un discours d'ouverture à finaliser pour la conférence de l'American Alliance of Museums en février. J'avais 17 conservateurs qui attendaient mon approbation sur diverses propositions d'exposition. Je n'avais pas le temps d'expliquer à mon frère cadet que j'étais la directrice exécutive de l'un des musées les plus prestigieux au monde, que je supervisais un personnel de 1200 personnes, que je gérais un budget de 180 millions de dollars. Et que je siégeais à 3 conseils internationaux dédiés à la préservation culturelle. Il n'avait jamais demandé ce que je faisais réellement. Travail de musée avait été une explication suffisante pour lui depuis que j'avais pris ce poste, il y a 4 ans. Mon assistante, Jennifer, a frappé et est entrée. Docteur Mitchell, le bureau du secrétaire vient d'appeler. Ils sont prêts pour vous. Merci, Jen. J'ai saisi ma tablette avec la proposition pour le sommet et je me suis levé. Tout va bien, a-t-elle demandé, remarquant mon expression. La famille, ai-je dit brièvement. Elle a hoché la tête avec compassion. Jennifer travaillait avec moi depuis 3 ans. Elle avait filtré suffisamment d'appels de Derek pour connaître la dynamique. La réunion avec le secrétaire s'est bien passée. Le sommet international des directeurs de musées allait amener 50 des dirigeants de musées les plus influents du monde à Washington en janvier. En tant que directrice de l'institution hôte, je coordonnerai l'ensemble de l'événement. Une responsabilité importante, et une occasion massive de mettre en valeur le leadership culturel américain. Le département d'État s'intéresse beaucoup à cela, a déclaré le secrétaire Williams, en se penchant en arrière dans son fauteuil. Il voit cela comme de la diplomatie douce, soft diplomatie. Nous aurons des directeurs du Louvre, du British Museum, de l'Ermitage, du Musée national du Palais à Taïwan. Le bureau de la députée Chen nous a déjà contactés pour demander à assister à la réception d'ouverture. J'ai relevé la tête brusquement. Rebecca Chen. Oui. Elle préside le sous-comité de la Chambre sur les arts et la culture. Elle veut rencontrer les délégués internationaux, discuter des programmes d'échange culturel. Il a souri. Je crois comprendre qu'elle est fiancée à votre frère. Le monde est petit. Très petit, ai-je dit prudemment. Je demanderai à mon bureau de se coordonner avec le sien. La réception est le 14 janvier. Marquez-le dans votre calendrier. Vous prononcerez des remarques et présenterez l'orateur principal. J'ai hoché la tête, mon esprit s'emballant déjà. Le 14 janvier, dans 3 semaines.
Je n'ai pas parlé du sommet à Derek. Je ne lui ai pas dit que sa fiancée ferait une visite officielle du musée, pour me rencontrer spécifiquement. Une petite partie mesquine de moi voulait voir comment cela se déroulerait naturellement. La plus grande partie de moi était juste fatiguée. Fatigué de devoir me justifier, fatigué d'être rejeté par ma propre famille. Nos parents avaient toujours favorisé Derek, l'enfant chéri, le charmeur, celui qui était diplômé de droit à Georgetown et qui travaillait maintenant dans un cabinet prestigieux à DC. Quand j'avais choisi de poursuivre des études muséales et l'anthropologie culturelle, maman avait soupiré et dit « Eh bien, au moins tu auras un travail agréable et tranquille. » Un travail agréable et tranquille? Comme si diriger l'un des grands musées du monde équivalait à classer de la paperasse dans un bureau au fond d'un couloir. Derek avait demandé Rebecca en mariage le soir de son élection en novembre. Elle avait remporté sa course au Congrès avec 18 points d'avance, faisant basculer un district traditionnellement républicain. Elle était jeune, 36 ans, ambitieuse, vive d'esprit, et déjà mentionnée comme une étoile montante du parti. Je l'avais rencontrée exactement une fois, lors d'un dîner de famille organisé par Derek en octobre. Elle avait été amicale mais distraite, déjà en mode campagne. Lorsque Derek m'avait présenté, il avait dit « C'est ma sœur Sarah. Elle travaille au musée d'histoire naturelle. » Oh, comme c'est gentil, avait dit Rebecca, se tournant déjà pour répondre à un appel de son directeur de campagne. Les musées sont si importants. Ce fut l'étendue de notre interaction. Le réveillon du Nouvel An est venu et est reparti. Je l'ai passé lors d'un petit rassemblement organisé par la conservatrice en chef du musée, le docteur Patricia Okoye. Les fêtes de Patricia étaient légendaires dans le monde des musées de décès intimes, intellectuels, pleines de conversations fascinantes avec des universitaires, des artistes et des leaders culturels. J'y ai eu des conversations bien plus intéressantes que celles que j'aurais eues à l'événement de réseautage politique de Derek. Le 3 janvier, Jennifer est entrée dans mon bureau avec une expression particulière. « Docteur Mitchell, je viens de recevoir un appel du bureau de la députée Chen. Ils veulent programmer une visite du musée avant la réception du sommet. C'est bon. Coordonnez-vous avec le bureau du protocole. Ils veulent une visite privée, avec vous personnellement pour la guider. » J'ai levé les yeux. Moi spécifiquement? Son chef de cabinet a dit que la députée veut comprendre les opérations du musée au plus haut niveau. Elle s'intéresse beaucoup au leadership muséal et à la politique culturelle. Jennifer a marqué une pause. Ils ont demandé le 13 janvier à 10 h, la veille du sommet. Je confirme? J'ai hésité. Dois-je mentionner à son bureau que vous êtes apparenté à son fiancé? Non, ai-je dit. Si c'est pertinent, je suis sûr que cela viendra sur le tapis. Les 10 jours suivants ont été consumés par les préparatifs du sommet. 50 directeurs de musées signifiaient 50 égaux, priorités et attentes différents. Le directeur du Louvre voulait des garanties sur la sécurité. Le directeur du British Museum voulait une réunion privée avec le secrétaire. La directrice du Musée national de Chine avait besoin d'aménagements alimentaires spécifiques pour toute sa délégation. J'ai tout coordonné, soutenu par mon personnel exceptionnel. C'était ce dans quoi j'excellais, la logistique complexe de la diplomatie culturelle, l'équilibre délicat entre honorer la tradition et pousser l'innovation, la politique prudente du monde muséal international. Le 10 janvier, Derek a appelé. Et, Sarah, écoute, Rebecca a mentionné qu'elle allait faire une visite à ton musée la semaine prochaine. Oui, le 13 janvier, c'est ça? Voilà, le truc c'est qu'elle ne sait pas que tu travailles là-bas. Je veux dire, elle sait que tu travailles dans un musée, mais elle pense que tu es genre coordinatrice ou quelque chose comme ça, peut-être à la boutique de souvenirs. Je n'ai rien dit. Sarah, je suis là. Je ne veux juste pas que ce soit bizarre. Peut-être que tu pourrais simplement ne pas mentionner que nous sommes de la même famille. Elle est nerveuse à propos de ce truc de sommet, de rencontrer tous ces VIP internationaux. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise si elle tombe sur toi. Si elle tombe sur moi, ai-je répété. Tu vois ce que je veux dire? Reste juste professionnel. Ne ramène pas ça à des histoires de famille. Derek, sais-tu vraiment ce que je fais au musée? Tu y travailles. Des trucs de musée. Écoute, je dois y aller. Ne rends pas les choses bizarres, d'accord? Il a raccroché. Je suis resté assise là un long moment, puis j'ai ouvert le site web du musée.
Ma biographie figurait en bonne place sur la page de la direction. Dr Sarah Mitchell, directrice exécutive, doctorat en anthropologie culturelle, Université Yale, ancienne directrice adjointe, Metropolitan Museum of Art, membre du Conseil international des musées, auteur de la préservation culturelle au XXIe siècle. Récipiendaire en 2019 de la National Medal of Art. Il y avait une photo professionnelle de moi à mon bureau, l'atrium vertigineux du musée visible par la fenêtre derrière moi. Coordonnées, CV détaillé. Derek n'avait jamais regardé, pas une seule fois en 4 ans. Le 13 janvier est arrivé, froid et lumineux. Je m'étais habillé avec soin ce matin-là, un tailleur gris anthracite ajusté, peu de bijoux, mes cheveux tirés en un chignon professionnel. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une cadre supérieure dans l'une des institutions culturelles les plus importantes au monde. À 9h45, Jennifer m'a fait un briefing. Le cortège de la députée Chen vient d'arriver. La sécurité l'escorte vers le haut. Son chef de cabinet, 2 assistants et une responsable des relations presse. Il voulait des photos d'elle avec les drapeaux internationaux dans le hall principal. Une bonne image pour son travail au sous-comité des arts et de la culture. Bien sûr, il s'agissait autant de son profil politique que d'un véritable intérêt pour les musées. À 9h58, le téléphone de mon bureau a sonné. Sécurité. Dr Mitchell, le groupe de la députée Chen est dans le hall principal, prêt pour vous. Je descends tout de suite. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le musée n'était pas encore ouvert au public. Nous avions 1 heure avant l'ouverture des portes. Le vaste hall principal était vide, à l'exception du service de sécurité, de Rebecca Chen et de son équipe. Rebecca avait l'air soignée et professionnelle dans une robe bleu marine et un blazer. Elle discutait avec sa responsable presse, faisant des gestes vers l'architecture vertigineuse, planifiant clairement ses angles de prise de vue. Je me suis approché doucement. Son chef de cabinet, un homme au regard vif dans la quarantaine, m'a remarqué en premier. Dr Mitchell, a-t-il dit en tendant la main. Tom Bradford, chef de cabinet de la députée Chen. Merci d'avoir organisé cette visite. Bien sûr. J'ai serré sa main, puis je me suis tourné vers Rebecca. Madame la députée, bienvenue au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian. Je suis le Dr Sarah Mitchell, directrice exécutive. Rebecca a tourné son sourire politique vers moi. Dr Mitchell, merci beaucoup pour... Elle s'est arrêtée. Son sourire s'est figé. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mitchell, a-t-elle dit. Sarah Mitchell? Oui. Comme. La sœur de Derek, Sarah Mitchell? Oui. Le silence qui a suivi fut profond. Tom Bradford semblait confus. Les assistants ont échangé des regards. La responsable presse gardait son appareil photo prêt, incertaine de savoir s'il fallait photographier ce moment. Je n'avais pas réalisé que le calme professionnel de Rebecca se fissurait sur les bords. Derek a dit que tu travaillais dans un musée. Il n'a pas mentionné que tu le dirigeais. J'ai fini doucement, non, il n'aurait pas mentionné ça. Il ne sait pas vraiment ce que je fais ici. Le visage de Rebecca est passé par plusieurs expressions. Embarras, confusion, réalisation. La directrice exécutive. Tu es la directrice exécutive du musée d'histoire naturelle du Smithsonian. L'un des 19 musées du Smithsonian. Oui, c'est ma responsabilité principale. Tom Bradford, à son crédit, s'est repris rapidement. Madame la députée, devons-nous commencer la visite? Le docteur Mitchell a généreusement réservé 2 heures pour nous. Oui, a dit Rebecca, mais elle me fixait toujours. Oui, bien sûr. Je les ai guidés à travers le musée, en commençant par les expositions principales. J'ai expliqué notre mission, la recherche, l'éducation, la préservation de 145 millions de spécimens et d'artefacts représentant l'histoire naturelle et culturelle de notre monde. Je leur ai montré nos installations de recherche, où des centaines de scientifiques menaient des travaux révolutionnaires en biologie, géologie, anthropologie et paléontologie. Rebecca posait des questions intelligentes. Elle était clairement bien informée sur les questions de politique culturelle et, malgré son malaise évident, elle s'engageait professionnellement avec le sujet. Dans la salle des océans, debout sous le modèle de la baleine noire de l'Atlantique Nord,
j'ai expliqué notre rôle dans la recherche sur le changement climatique et l'éducation du public. Nous ne sommes pas juste un musée, ai-je dit. Nous sommes une institution de recherche. Nos scientifiques publient plus de 600 articles évalués par des pairs chaque année. Nous conseillons le Congrès sur la politique environnementale, la préservation culturelle, et le financement de la recherche scientifique. Le Congrès, a répété Rebecca. Vous conseillez le Congrès? Oui. J'ai témoigné devant le comité des crédits de la Chambre 3 fois au cours des 2 dernières années, plus récemment sur l'importance du financement des programmes de diplomatie culturelle. Tom Bradford a pris une note sur sa tablette. La députée préside le sous-comité sur les arts et la culture. Je suis surpris que votre témoignage n'ait pas croisé notre bureau. C'est peut-être le cas, ai-je dit. J'ai témoigné en tant que Dr Mitchell, directrice exécutive. Pas en tant que sœur de Derek. Rebecca a tressailli. Nous avons continué vers les collections d'anthropologie. Je leur ai montré des artefacts de chaque continent, expliqué nos programmes de rapatriement pour les objets culturels indigènes, discuté des complexités éthiques des collections de musées constituées pendant les périodes coloniales. Ce sont des conversations avec lesquelles le monde muséal est aux prises à l'échelle mondiale, ai-je dit, c'est pourquoi le sommet international des directeurs de musées est si important. Nous devons coordonner nos approches sur la décolonisation, le changement climatique, l'accès numérique et la préservation culturelle. Le sommet, a dit Rebecca, c'est demain soir. Oui, la réception d'ouverture est à la National Gallery, mais nous hébergeons plusieurs sessions de travail ici au cours des 3 jours suivants. 50 directeurs de 32 pays. Et tu coordonnes tout cela? Je suis la directrice hôte, oui. Je prononcerai les remarques d'ouverture et je modérerai 2 des discussions de groupe. Nous avons traversé le pavillon des papillons, la salle des fossiles, l'exposition sur les origines humaines. À chaque arrêt, j'expliquais non seulement ce que les visiteurs voyaient, mais aussi la recherche derrière, la programmation éducative, la sensibilisation communautaire, les initiatives numériques qui amenaient nos collections à des millions de personnes dans le monde. Le temps que nous atteignions ma suite de bureau au 3e étage, Rebecca avait l'air sous le choc. « Voulez-vous voir où le travail administratif se fait ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête sans dire un mot. Mon bureau donnait sur le National Mall. Les murs étaient tapissés de livres, de textes d'anthropologie, de revues d'études muséales, de documents de politique culturelle. Mon bureau portait des piles soignées de rapports, une photo encadrée de moi recevant la National Medal of Art du président, et une petite ammonite fossile que mon mentor m'avait donnée quand j'avais terminé mon doctorat. C'est ici que tu travailles, a dit Rebecca, plus pour elle-même que pour moi. Oui, bien que je passe autant de temps en réunion, à des événements de donateurs, à témoigner sur la colline du Capitole, ou à visiter nos stations de recherche à travers le monde. Tom Bradford prenait des notes plus frénétiquement maintenant. Madame la députée, ce serait une excellente opportunité de partenariat. Le travail du Dr Mitchell s'aligne parfaitement avec les priorités de votre sous-comité. Oui, a dit Rebecca faiblement. Je peux voir ça. Jennifer a frappé et est entrée. Dr Mitchell, le bureau du secrétaire a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la demande de la délégation française. Dites-leur que je rappellerai dans 20 minutes. Aussi, le directeur du Louvre aimerait programmer un appel pré-sommet avec vous cet après-midi si possible. Jennifer a hoché la tête et est partie. Rebecca a regardé cet échange avec une détresse croissante. Le directeur du Louvre, a-t-elle répété. Tu te coordonnes avec le directeur du Louvre. Entre autres. Le British Museum, l'Ermitage, le Prado. Cela fait partie du travail. Nous sommes restés dans un silence gênant pendant un moment. Tom Bradford et les assistants sentaient clairement le sous-entendu personnel, mais l'ignoraient professionnellement. Madame la députée, a dit Tom prudemment. Nous devrions probablement discuter de la réception de demain soir. Des points de discussion protocolaires, des délégués que vous devriez rencontrer en priorité. Le docteur Mitchell serait la personne à qui demander cela, a dit Rebecca, sa voix tendue, puisqu'elle organise tout l'événement, et témoigne devant le Congrès, et dirige un musée avec 1200 employés et un budget de 180 millions de dollars, et conseille sur la politique culturelle. Et reçoit des médailles du président. Rebecca, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé et, pour la première fois, j'ai vu une véritable détresse sous la façade professionnelle. Pourrions-nous avoir un moment, a-t-elle demandé à Tom.
Seul. Tom et les assistants se sont excusés. Lorsque la porte s'est fermée, Rebecca s'est assise lourdement dans l'un des fauteuils de mon bureau. Derek m'a dit que tu travaillais dans une boutique de souvenirs, a-t-elle dit. Derek ne sait pas ce que je fais. Il n'a jamais demandé. Mais tu ne l'as jamais corrigé. Tu ne lui as jamais dit. Il ne m'en a jamais donné l'occasion. Chaque fois que nous parlons, c'est à propos de lui. Ses affaires au cabinet, sa carrière, ses réussites. Mon travail n'est qu'un bruit de fond. Des trucs de musée. Rebecca a fermé les yeux. Il t'a désinvité du réveillon parce qu'il a dit que tu n'étais pas au bon niveau pour rencontrer mes collègues. Je sais. Oh mon Dieu. Elle a ouvert les yeux, l'air horrifié. Mes collègues. Sarah, la moitié des gens à cette fête travaillent sur les crédits ou la politique culturelle. Ils auraient tué pour te rencontrer. La sénatrice Williams était là. Elle essaie d'obtenir une réunion avec le Smithsonian pour un financement élargi. Tu aurais pu la mettre en contact avec le secrétaire. J'avais d'autres projets, ai-je dit simplement. Je suis tellement embarrassé. Je ne peux même pas, elle s'est levée, a fait les 100 pas vers la fenêtre, a regardé le mal. Que dois-tu penser de moi? Je pense que tu es fiancé à mon frère et que tu as cru ce qu'il t'a raconté sur moi. C'est raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. J'aurais dû te chercher. Nous allons nous marier. Je devrais connaître ma future belle-sœur. J'aurais dû faire des recherches de base. Elle s'est retournée vers moi. Je suis doué pour la recherche. Je suis membre du Congrès. Je fais des recherches sur tout, mais j'ai juste. J'ai cru Derek sur parole. Il est très convaincant. Il a très tort. La voix de Rebecca était tranchante maintenant, la colère s'insinuant. Pas contre moi. Contre Derek. Il m'a dit que tu étais gentille, mais un peu instable. Que tu avais papillonné entre différents boulots, que tu ne t'étais jamais vraiment installé dans une carrière. Que tu travaillais au musée à un poste de débutant et que tu semblais assez heureuse. J'ai ressenti la piqûre familière mais j'ai gardé une expression neutre. Derek a un récit sur moi qui a du sens pour lui. J'ai arrêté d'essayer de le corriger il y a des années. Pourquoi? Parce que c'était épuisant. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail à ma famille, il changeait de sujet ou le minimisait. Quand je suis devenue directrice adjointe au mai, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie, mais quand vas-tu te poser et avoir des enfants ?» Quand j'ai été nommée directrice exécutive ici, Derek a dit « Cool. Donc, tu es Jean manager maintenant. » Rebecca s'est rassise. Et quand tu as reçu la National Medal of Art? Je ne leur ai pas dit. Ils l'ont découvert quand ma tante a vu la mention dans le Washington Post. Ma mère a appelé et a demandé pourquoi je ne les avais pas invités à la cérémonie. Je lui ai dit que je les avais invités. Elle l'avait noté sur son calendrier comme truc de travail de Sarah et avait oublié. Jésus. C'est bon. J'ai construit une vie qui ne nécessite pas leur validation. J'ai des collègues qui respectent mon travail. J'ai des amis qui comprennent ce que je fais. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai fait une pause. Ce que je n'ai pas, c'est une famille qui me voit clairement. Mais ce n'est pas ta faute. Non, mais je me marie dans cette famille, ce qui signifie que je fais partie du problème si je ne reconnais pas ce qui se passe. Rebecca s'est penchée en avant, les coudes sur les genoux. Sarah, je dois être honnête avec toi. La façon dont Derek parle de toi n'est pas juste dédaigneuse. C'est condescendant. Je ne le voyais pas avant parce que je n'avais pas le contexte. Mais maintenant. Maintenant, tu vois qu'il a menti. A-t-il menti, ou ne sait-il sincèrement pas? C'était la question que j'évitais. Derek me diminuait-il délibérément, ou était-il simplement si peu intéressé par ma vie qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre la vérité? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être les deux. Rebecca s'est levée. Je dois passer un appel. Puis-je utiliser un espace privé? Jennifer peut vous installer dans notre petite salle de conférence. Elle a hoché la tête et est partie. Par ma porte ouverte, je pouvais l'entendre demander à Tom d'attendre dans le couloir. Puis le silence. Je me suis retourné vers mon ordinateur, essayant de me concentrer sur les 17 emails arrivés pendant la visite. Mais mes mains tremblaient légèrement.
Cette confrontation, si c'est ce que c'était, semblait plus grande que Derek et moi. Cela ressemblait à des années de travail invisible, de réussites successives, pour que tout soit rejeté par les personnes censées me célébrer. 20 minutes plus tard, Rebecca est revenue. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était serrée. J'ai appelé Derek, a-t-elle dit. J'ai demandé ce que faisait sa sœur dans la vie. J'ai attendu. Il a dit, tu travailles dans un musée à un rôle administratif. Coordination d'événements, peut-être. Il n'était pas sûr. Elle a ri, mais c'était ta mère. Je lui ai demandé s'il savait que tu avais un doctorat de Yale. Il a dit, ouais, je crois qu'elle a mentionné ça une fois, un truc d'anthropologie. J'ai demandé s'il savait que tu étais directrice exécutive. Il a dit, directrice de quoi? Comme d'un département. Rebecca. Je lui ai demandé s'il avait déjà regardé ta biographie en ligne, s'il t'avait déjà googlé, s'il avait déjà posé une seule question substantielle sur ton travail. Elle a marqué une pause. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin parce que tu avais toujours été ouverte sur le fait de travailler au musée et qu'il soutenait ton choix d'avoir une carrière tranquille. Les mots ont frappé comme un coup physique. Une carrière tranquille. Je lui ai dit que le mariage était reporté. Rebecca a dit, je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui ne voit pas sa propre sœur, qui ne respecte pas assez les femmes de sa vie pour apprendre qui elles sont vraiment. Qui se ment à lui-même sur sa dynamique familiale parce que c'est plus facile que d'affronter ses propres préjugés. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit machinalement. Si, je le dois. Sarah, je suis membre du Congrès. Je me bats pour les droits des femmes, pour une reconnaissance égale, pour briser les plafonds de verre. Je ne peux pas faire ça en public tout en épousant en privé un homme qui diminue sa brillante sœur parce qu'elle ne correspond pas à son récit du succès. Elle a souri tristement. Et je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas en ce moment. Je ne respecte pas Derek. Il vaut mieux que ça. Peut-être, mais c'est ce que je vois en ce moment. Et c'est suffisant pour me faire marquer une pause. Elle a ramassé son sac. Je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps. La visite était incroyable. Ce musée a de la chance de vous avoir. Merci d'être venu. À la porte, elle s'est arrêtée. Demain soir à la réception, je vais te présenter à la sénatrice Williams et aux représentantes au reste du comité des arts et de la culture, et à quiconque devrait savoir ce que tu fais. Si tu es d'accord. C'est d'accord, ai-je dit. Bien. Elle a marqué une nouvelle pause. J'espère que Derek va régler son problème. Tu mérites un frère qui te voit. Elle est partie. Le reste de la journée s'est passé dans un flou de logistique et de gestion de crise. Un délégué du Japon a eu une urgence médicale et a dû annuler. Pouvions-nous organiser une connexion virtuelle? Le directeur du British Museum voulait changer son affectation de panel. Le traiteur avait besoin des chiffres finaux des participants. À 19 h, Jennifer a frappé. Docteur Mitchell, votre frère est dans le hall. Il demande à vous voir. Mon estomac s'est noué. Dis-lui que je suis en réunion. Je l'ai fait. Il a dit qu'il attendrait. J'ai soupiré. Bien. Fais-le monter. Derek est apparu 5 minutes plus tard, l'air harassé. Sa cravate était desserrée, ses cheveux ébouriffés. Il venait clairement tout droit de son cabinet d'avocat. Sarah, c'est quoi ce bordel? Il a fermé la porte de mon bureau. Rebecca m'a appelé aujourd'hui et a reporté le mariage. Elle a dit que c'était à cause de toi. C'est à cause de toi, ai-je corrigé. Parce que tu ne sais rien de ma vie. C'est ridicule. Bien sûr que je connais ta vie. Tu travailles ici. Tu fais des trucs de musée. Tu es heureuse. Derek, je suis la directrice exécutive. Je dirige ce musée. J'ai un personnel de plus de 1000 personnes. Je gère un budget plus important que la plupart des petites universités. Je coordonne la politique culturelle internationale. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai reçu la National Medal of Art du président. Il m'a regardé fixement. La National Medal of Art. Il y a 2 ans. Tu as été invité. Tu n'es pas venu. Je pensais que c'était un événement de travail, une cérémonie pour les employés du musée. Je ne savais pas que c'était.
Il s'est tu, regardant autour de mon bureau comme s'il le voyait pour la première fois. C'est ton bureau. Tu as un bureau d'angle. J'ai le bureau de la directrice exécutive. Oui. Mais tu n'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit que tu étais responsable. Je t'ai dit que j'avais été nommée directrice exécutive il y a 4 ans. Tu as dit cool. Donc, tu es genre manager maintenant. J'ai dit que j'étais la directrice générale du musée. Tu as dit c'est super, serait et tu as changé de sujet pour parler d'une affaire sur laquelle tu travaillais. Derek s'est assis lourdement. Je ne me souviens pas de ça. Je sais que tu ne t'en souviens pas. C'est ça le problème. Nous sommes restés assis en silence. Par ma fenêtre, le Washington Monument était illuminé contre le ciel nocturne. Les touristes marchaient sur le mall, minuscule silhouette dans l'obscurité. Rebecca a dit que je ne te voyais pas, a dit Derek finalement. Elle a dit que j'étais condescendant et dédaigneux. Que je te traite comme si tu valais moins que moi. Tu le fais. Je ne le fais pas exprès. Ça ne rend pas la chose moins douloureuse. Il s'est frotté le visage. Tu es plus intelligente que moi. Tu l'as toujours été. Tu es allé à Yale. Tu as eu ton doctorat. Tu as accompli tout ça. Et moi, j'ai juste. Je pense que j'avais besoin que tu aies moins de succès que moi, pour me sentir bien par rapport à ma propre carrière. L'honnêteté m'a surprise. Derek. Je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste de comprendre moi-même. Quand nous étions enfants, tu étais toujours la plus intelligente, la plus talentueuse. Maman et papa parlaient toujours de ton potentiel. Et puis tu es allé dans le travail de musée, et j'ai pensé. J'ai pensé que tu avais choisi quelque chose de plus calme, quelque chose qui ne me menacerait pas. J'ai choisi quelque chose que j'aimais. Je sais. Et tu as construit quelque chose d'incroyable. Et au lieu de célébrer ça, je l'ai diminué parce que c'était plus facile que d'admettre que ma petite sœur m'avait surpassé. Il m'a regardé. Rebecca a raison de reporter le mariage. Je ne suis pas prêt à être marié si je ne peux même pas voir ma propre sœur clairement. Tu pourrais apprendre, ai-je dit. Tu pourrais commencer à poser des questions. Tu pourrais visiter mon travail, rencontrer mes collègues, comprendre ce que je fais. Est-ce que tu voudrais ça? Après tout, j'y ai réfléchi. Est-ce que je voulais Derek dans ma vie professionnelle? Est-ce que je voulais prendre le risque qu'il continue de mal comprendre ou de minimiser? Mais c'était mon frère, le seul frère que j'avais, et pour la première fois, il semblait disposé à essayer vraiment. Oui, ai-je dit. Je voudrais ça. D'accord. Il s'est levé. Parle-moi de demain soir, ce truc de sommet. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui ai dit. J'ai expliqué le sommet international des directeurs de musées, la réception à la National Gallery, l'importance de la diplomatie culturelle dans un monde de plus en plus fracturé. Je lui ai parlé des directeurs que je recevrais, des panels que je modérerais, de la déclaration que nous publierions sur la collaboration des musées concernant la recherche sur le changement climatique. Il a écouté, vraiment écouté. Je peux venir, a-t-il demandé. À la réception demain. C'est sur invitation seulement, pour les responsables gouvernementaux et les leaders culturels. Rebecca pourrait me faire entrer en tant qu'invitée si elle me parle encore. Il a marqué une pause. Je veux te voir dans ton élément. Je veux voir ce que j'ai manqué. Je l'ai considéré. Je demanderai au bureau du protocole. S'il l'approuve, tu peux venir. Merci. Il est parti. Je suis resté assise dans mon bureau pendant 1 heure de plus, finissant les emails et révisant les notes pour la réception de demain. À 21 heures, mon téléphone a sonné. Salut, a-t-elle dit. J'espère que ça ne dérange pas que j'appelle. C'est bon. Derek m'a dit qu'il était allé te voir. Il a dit que c'était dur, mais bien. C'était ces 2 choses. Il a demandé si je l'emmènerais à la réception demain comme cavalier, même si nous ne sommes plus fiancés. Elle a ri doucement. Je pense qu'il essaie. Il essaie. Savoir si cela durera est une autre question. C'est vrai, mais je lui ai dit que je l'emmènerais. À une condition, il doit lire ta biographie complète en ligne. Chaque publication, chaque projet, chaque récompense.
Il doit savoir qui tu es vraiment avant d'entrer dans cet événement. A-t-il accepté? Il est en train de lire en ce moment même. Il m'a appelé il y a 20 minutes pour demander si tu avais vraiment témoigné devant le Congrès. Je lui ai dit de continuer à lire. J'ai souri malgré moi. Merci, Rebecca. De l'avoir poussé. Merci de ne pas me détester. Je suis entré dans ton musée en pensant que je te faisais une faveur en reconnaissant ton lieu de travail. Je suis mortifié. Tu ne savais pas. Maintenant tu sais. Oh que oui, je sais, a-t-elle convenu. À demain soir, Dr Mitchell. La réception du sommet international des directeurs de musées s'est tenue à la National Gallery of Art, dans la rotonde vertigineuse du bâtiment ouest. 200 invités, directeurs de musées, ministres de la culture, représentants du Congrès, ambassadeurs, leaders artistiques. La crème du monde culturel international, rassemblée dans l'un des plus beaux espaces d'Amérique. Je suis arrivé tôt, portant une robe longue bleu nuit que j'avais achetée spécialement pour cet événement. Mon rôle ce soir était à la fois professionnel et diplomatique, accueillir les invités, faire les présentations, m'assurer que les bonnes personnes entraient en contact les unes avec les autres. La délégation française est arrivée en premier. La directrice du Louvre, Martine Laurent, m'a accueilli chaleureusement. Nous avions travaillé ensemble sur une exposition conjointe il y a 3 ans. Sarah, le musée est magnifique, a-t-elle dit en m'embrassant sur les 2 joues. Ce sommet est déjà un triomphe. Attendez de voir les discussions de groupe. Nous avons prévu des provocations fascinantes. Elle a ri. J'ai hâte d'y être. Les autres directeurs sont arrivés au compte-gouttes. Grande-Bretagne, Russie, Chine, Japon, Allemagne, Espagne, Brésil, Afrique du Sud. Chacun étant un leader dans son domaine, chacun responsable de préserver et de présenter le patrimoine culturel de l'humanité. Et je les accueillais, je les coordonnais, je les dirigeais. À 19h, Rebecca est arrivée avec Derek. Elle portait une robe rouge qui équilibrait parfaitement professionnalisme et élégance. Derek portait un smoking et avait l'air nerveux. Ils se sont approchés de moi pendant une brève accalmie dans les salutations. Dr Mitchell, a dit Rebecca formellement, puis elle a souri. Vous êtes incroyable. Merci, Madame la députée. Vous êtes magnifiques tous les deux. Derek restait là, me fixant comme s'il voyait une étrangère. Sarah, j'ai tout lu. Ta biographie, tes publications, les articles sur la nomination au Mai, la cérémonie de la médaille nationale. J'ai passé 4 heures à lire sur ta carrière, et je suis un idiot. Un idiot complet. Pendant tout ce temps, je pensais être celui qui réussissait dans la famille. Je pensais être celui qui apportait des contributions importantes. Mais tu changeais le monde pendant que je facturais des heures. Derek, ton travail compte aussi. Ah bon? J'aide des entreprises à négocier des contrats. Tu préserves l'histoire humaine et fais avancer la compréhension culturelle entre les nations. Il a fait un geste vers la rotonde. Ces gens sont ici parce que tu as organisé ça, parce qu'ils te respectent, parce que tu es une leader dans ton domaine. Le secrétaire du Smithsonian s'est approché avant que je puisse répondre. Dr Mitchell, nous sommes prêts à commencer. Pourriez-vous prendre place? Bien sûr. Je me suis tourné vers Derek et Rebecca. Profitez de la soirée. On se parlera plus tard. J'ai marché vers la petite scène à l'avant de la rotonde. Un micro était prêt. 200 visages se sont tournés vers moi avec attente. J'ai pris une inspiration et j'ai commencé. Bonsoir et bienvenue à la réception d'ouverture du Sommet international des directeurs de musées. Je suis le Dr Sarah Mitchell, directrice exécutive du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian, et c'est pour moi un profond honneur de vous accueillir à Washington, D.C. J'ai parlé pendant 8 minutes. J'ai parlé de l'importance des musées dans un monde en mutation, de notre responsabilité de préserver le passé tout en restant pertinent pour le présent, de la nécessité d'une collaboration internationale sur des questions comme le rapatriement, l'accès numérique et le changement climatique. J'ai présenté l'orateur principal, le directeur général de l'UNESCO, et je me suis écarté. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai parcouru la salle. J'ai présenté la délégation japonaise à des donateurs américains potentiels.
J'ai mis en contact le directeur du British Museum avec des représentants du Congrès intéressés par le financement culturel. J'ai facilité une conversation entre les directeurs de musées russes et ukrainiens qui avaient besoin de se coordonner sur une exposition itinérante malgré les tensions politiques de leur pays. C'était ce que je faisais. C'était qui j'étais. À un moment donné, j'ai vu Rebecca présenter Derek à la sénatrice Williams. Derek avait l'air dépassé mais engagé. Il posait des questions, écoutant réellement les réponses. Vers la fin de la soirée, Martine Laurent m'a retrouvé. Sarah, les directeurs européens ont discuté de quelque chose. Nous aimerions proposer que le sommet de l'année prochaine soit un événement rotatif, et nous aimerions que vous présidiez le comité d'organisation. Considéreriez-vous cela? Présider le comité d'organisation. Cela signifierait se coordonner avec des musées sur 6 continents, gérer un processus de planification pluriannuel, devenir la leader de facto de la collaboration muséale internationale. Je serais honoré, ai-je dit. Après la réception, Derek et Rebecca m'attendaient dans le hall. C'était incroyable, a dit Derek. Te regarder travailler, voir comment tout le monde te respecte, comment tu as commandé cette salle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est parce que tu n'as jamais regardé. Je sais, mais je regarde maintenant. Il a fait une pause. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Est-ce que je peux apprendre qui tu es vraiment? J'y ai pensé. À des années d'avoir été rejeté, minimisé, ignoré. À la blessure qui s'était accumulée comme des sédiments, couche après couche. Mais aussi à ce soir. À Derek lisant 4 heures de documents sur ma vie. À lui se présentant, essayant de comprendre, acceptant d'être mal à l'aise. On peut recommencer, ai-je dit. Mais ça doit être réel. Tu dois vraiment t'en soucier, pas juste te sentir coupable. Je m'en soucie. Je te promets que je m'en soucie. Rebecca a regardé cet échange avec une satisfaction tranquille. Je devrais vous laisser parler tous les deux. Mais Sarah, appelle-moi la semaine prochaine. J'adorerais discuter de certaines législations sur le financement culturel. Je pense que ton expertise pourrait être inestimable. J'aimerais beaucoup. Elle est partie. Derek et moi sommes restés dans le hall vide de la National Gallery, seuls avec les gardes et les fantômes de siècles d'art. Parle-moi de ton travail, a dit Derek. Dis-moi vraiment. Je veux comprendre. Alors je l'ai fait. Nous nous sommes assis sur un banc sous un Monet et je lui ai parlé des défis du leadership muséal moderne, de l'équilibre entre éducation et divertissement, des questions éthiques autour du rapatriement, de l'excitation des nouvelles découvertes dans nos collections de recherche. De la satisfaction de voir le visage d'un enfant s'illuminer devant un squelette de dinosaure. Il a écouté. Il a posé des questions. De bonnes questions. Des questions réfléchies. À minuit, nous sommes finalement partis. Il m'a accompagné jusqu'à ma voiture dans le parking souterrain. Je vais arranger ça, a-t-il dit. Pas juste avec toi. Avec Rebecca. Je vais devenir quelqu'un digne de vous deux. Derek, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. Alors je serai présent. À partir de maintenant. Il m'a serré dans ses bras. C'était maladroit, nous ne nous étions pas étreints depuis des années, mais c'était sincère. Au cours du mois suivant, Derek s'est présenté. Il est venu au musée 3 fois, faisant des visites avec différents conservateurs, apprenant sur divers départements. Il a assisté à une conférence publique que j'ai donnée sur la préservation culturelle. Il a lu mon livre de la première à la dernière page et m'a envoyé des questions réfléchies sur des chapitres spécifiques. Il a aussi travaillé sur lui-même. Il a commencé une thérapie, abordant la raison pour laquelle il avait besoin de me diminuer. Il a eu des conversations difficiles avec nos parents sur la dynamique familiale et le favoritisme. Rebecca a accepté de redémarrer leur relation lentement. Ils dînaient 1 fois par semaine, pas plus. Elle a clairement fait savoir que sa carrière était aussi importante que la sienne, que le partenariat signifiait un respect égal, qu'elle ne tolérerait pas d'être traitée comme inférieure. Et Derek a écouté. Il a changé. Ce n'était pas parfait ou linéaire, mais c'était réel. 3 mois après le sommet, Derek m'a appelé un samedi après-midi. Sarah, je viens de raccrocher avec maman. Je lui ai parlé de ton travail. Vraiment parlé.
Du sommet, du poste à l'UNESCO, de tout. Comment ça s'est passé? Elle était choquée. Elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Je lui ai dit que c'était parce que personne dans la famille ne t'avait jamais posé de questions sur ta vie. Nous avons juste supposé que nous savions. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pleuré. Puis elle a demandé ton numéro de téléphone. Derek, elle a mon numéro. Je sais, mais elle voulait que je le lui donne. Comme si le recevoir à nouveau signifiait prendre un nouveau départ. Il a marqué une pause. Elle veut venir visiter, voir ton musée, voir ta vie. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De l'espoir peut-être, ou juste de l'épuisement qui se relâchait enfin. Et, ai-je dit, dis-lui de m'appeler. Je le ferai. Et Sarah. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir donné une autre chance. Pour ne pas m'avoir rayé de ta vie. Pour avoir cru que je pouvais être meilleur. Tu es mon frère, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. C'est ce que la famille devrait faire, a-t-il corrigé. Mais ne l'a pas toujours fait. Pas envers toi. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement, regardant la ligne d'horizon de décès. Les musées étaient là-bas, détenant l'histoire de l'humanité, racontant nos histoires, préservant ce qui comptait. J'avais passé des années à construire une carrière qui parlait d'elle-même. J'avais accompli tout ce que j'avais entrepris d'accomplir. Mais ce que je voulais le plus était plus simple que tout cela. Je voulais être vu. Et finalement, lentement, ma famille commençait à regarder. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Ce n'était pas dramatique ou définitif, mais c'était réel. Et, réel, c'était suffisant.